En 2003, au large de la côte sud-ouest de l'Australie, une équipe de chercheurs fixa une petite balise de suivi sur un grand requin blanc en pleine santé, puis la regarda disparaître vers le large. 4 mois plus tard, l'appareil s'échoua sur une plage. Pas le requin, et les données qu'il contenait racontaient quelque chose qui n'aurait pas dû être possible. Un prédateur au sommet de la chaîne, pesant 500 livres. Rien, dans l'océan, n'est censé chasser une telle bête. Pourtant, ce qui se trouvait à l'autre bout de cette balise l'avait avalée entière, avant de foncer presque 2000 pieds tout droit vers les ténèbres. Quelque chose l'avait mangé, et il faudrait aux scientifiques presque une décennie pour comprendre enfin ce qui était arrivé au requin disparu. Nous sommes en 2003. Une équipe de recherche travaille au large du sud-ouest australien, lançant le tout premier grand programme de marquage de grands requins blancs jamais mené dans ces eaux. Le réalisateur Dave Riggs est présent pour filmer l'opération. Il s'approche d'une femelle robuste de 9 pieds, autour de 500 livres. Il y a quelque chose dans sa façon de se déplacer, comme si l'eau lui appartenait, une assurance qui n'a rien d'agressif, mais ressemble plutôt à une certitude tranquille. Quelqu'un à bord commence à l'appeler Alpha. Le nom reste. Gardez ces chiffres en tête un instant. 9 pieds, 500 livres. Ce n'est pas un jeune individu, ni un animal perdu aux limites de son territoire, encore en train d'apprendre. C'est un prédateur adulte au sommet de la chaîne alimentaire, le genre de créature qui occupe le haut de l'océan depuis des millions d'années et qui n'a jamais eu besoin de regarder derrière elle. L'appareil fixé sur elle est un enregistreur de données. Petit, solide, conçu pour remplir une seule mission pendant des mois, sans émettre le moindre signal. Il mesure la profondeur. Il note la température de l'eau autour du requin. Il capte la lumière et les mouvements seconde après seconde, puis garde tout en mémoire. Il ne communique avec personne. Il attend simplement. Ensuite, à une date programmée, il se détache du requin, remonte à la surface et transmet tout ce qu'il a recueilli à un satellite. Les scientifiques peuvent alors reconstituer le trajet de l'animal et ce qu'il a traversé, à condition que l'animal porte encore la balise. Voilà ce qu'il faut comprendre au sujet de cet appareil. C'est le seul témoin. Aucune caméra ne suit Alpha dans l'océan ouvert. Personne ne la voit. Ce qui lui arrive là-bas se produit dans un silence total, à l'abri de tout regard. La seule trace qui existera jamais est celle inscrite dans cet enregistreur. 4 mois après la pause, il revient, mais pas par satellite. D'abord, physiquement, il s'échoue sur le rivage, à environ 2 milles et demi de l'endroit où il avait été fixé. Les données sont récupérées, les chiffres apparaissent sur un écran. Riggs est dans la pièce. Tout le monde s'attend à quelque chose de banal. Des trajets lents, une température qui change progressivement avec la profondeur, les grandes boucles paresseuses d'un gros requin parcourant un territoire connu. Mais ce n'est pas ce que montrent les données, ce que dit l'enregistreur. La balise révèle une descente, pas une plongée graduelle, mais une chute brutale, près de 1900 pieds en quelques minutes. Puis la température enregistrée fait quelque chose qui glace tout le projet sur place. 2 chiffres, il ne faut rien de plus. Et au moment où Riggs comprend ce que ces 2 chiffres signifient ensemble, cette étude cesse d'être une simple recherche et devient une question qui va le poursuivre pendant des années. Avant d'en venir à ces chiffres, je veux que vous ressentiez vraiment le poids de l'animal dont on parle, parce que je crois que la plupart des gens ont une idée vague du danger que représentent les grands requins blancs, sans jamais s'arrêter sur ce que cela veut dire concrètement. Un grand requin blanc n'est pas seulement un gros poisson muni de dents efficaces, c'est le résultat de millions d'années de pression évolutive, façonné par l'océan jusqu'à devenir quelque chose qui fonctionne à la limite de ce que la biologie permet. Les plus grands spécimens dépassent 20 pieds et pèsent plus de 5000 livres. Leur système sensoriel peut repérer une seule goutte de sang diluée dans d'immenses volumes d'eau. De minuscules organes regroupés dans le museau peuvent sentir l'impulsion électrique d'un cœur enfoui dans le sable. Sur de brèves accélérations, ils peuvent traverser l'eau plus vite que vous n'auriez le temps de comprendre le danger. Leurs dents sont crantées, remplacées sans fin, rangées en plusieurs lignes, de sorte que lorsqu'une se casse, la suivante bascule simplement vers l'avant. C'est la machine de chasse la plus perfectionnée de l'océan. Gardez cette image en tête un instant.
Un animal capable de sentir l'odeur d'une blessure à l'autre bout de l'eau libre, de percevoir un battement de cœur à travers le fond marin solide, puis de réduire la distance plus vite que l'instinct ne peut réagir. Mais voilà la partie que la plupart des gens survolent, et elle compte plus que les dents. Être un prédateur au sommet ne tient pas seulement à la taille ou à la vitesse, c'est une question de place. Par définition, un superprédateur est un animal que rien ne chasse. Tout ce qui se trouve en dessous organise toute son existence pour l'éviter, et au-dessus de lui, il n'y a rien. C'est ça, le sommet. Le plafond. Pendant toute la période où les sciences marines avaient étudié les grands blancs, c'était le modèle admis. On avait déjà observé des orques harcelés et parfois tués, des grands blancs dans quelques endroits documentés. De grands requins entraient parfois en conflit autour de carcasses, mais un animal qui traque volontairement un grand blanc adulte, le tue proprement, puis le consomme comme un repas, ça ne faisait pas partie du modèle. Ce n'était pas censé être possible, et c'est précisément pour cette raison que personne dans cette pièce n'avait envie de dire à voix haute ce que la balise d'Alpha leur indiquait. 2 chiffres. Le premier, c'était la profondeur. La balise est descendue à près de 1900 pieds. À elle seule, avant même que qui que ce soit tienne compte d'autre chose, cette donnée était déjà anormale. Les grands blancs ne sont pas des animaux des grandes profondeurs. Cette espèce est faite pour les couches lumineuses et riches, proches de la surface, les eaux côtières peu profondes, la zone supérieure où le soleil pénètre et où les proies sont nombreuses. L'immense majorité de leur vie se déroule dans les 1000 premiers pieds, c'est leur univers. Une chute verticale soudaine jusqu'à 1900 pieds, ce n'est pas une plongée de chasse, ce n'est pas de la curiosité. Quand une balise enregistre en quelques minutes une descente aussi rapide et extrême, la liste des explications possibles devient très courte, très vite. Alpha ne plongeait presque certainement pas par elle-même. Quelque chose l'emmenait vers le bas, quelque chose capable d'atteindre rapidement 1900 pieds, avec puissance, et visiblement sans grand effort. Et pensez à l'endroit dont on parle. À 1900 pieds sous la surface, la lumière du soleil a totalement disparu. La pression est écrasante, des dizaines de fois plus forte que ce que vous ressentez à la surface. Il fait froid, il fait noir, il n'y a pas un bruit, ce n'est pas un lieu où un chasseur côtier se balade. Quelque chose a entraîné Alpha dans un endroit qui n'avait jamais été le sien, et l'a fait en quelques minutes, sans bruit, sans trace, sans témoin. Laissez ça s'installer, parce qu'ensuite est arrivé le second chiffre, la température. À 1900 pieds au large de la côte australienne, l'océan est froid. Pas froid comme une simple eau fraîche, froid comme les profondeurs, écrasant, véritablement glacial. À cette profondeur, l'eau tourne autour de 46 degrés Fahrenheit. Si la balise s'était simplement détachée avant de couler jusque-là, ou si Alpha était morte et avait dérivé vers le fond avec la balise encore fixée, 46 degrés, c'est exactement ce qu'on aurait dû lire, du froid, puis encore plus froid à mesure que la profondeur augmentait. Mais ce n'est pas ce qu'elle a enregistré. La température a monté, elle est passée d'environ 46 degrés à un niveau stable de 78 degrés Fahrenheit. Une hausse de plus de 30 degrés. Et ce n'était pas un pic bref, comme pourrait en produire un capteur en train de lâcher. La valeur est restée stable à 78 degrés, à 1900 pieds de profondeur, dans une eau qui aurait dû être proche du gel. Il n'y a pratiquement qu'une seule explication à ça. Une balise n'enregistre pas une température chaude et constante de 78 degrés à une profondeur extrême, dans un océan glacial, sauf si elle n'est plus dans l'océan. Elle se trouvait à l'intérieur de quelque chose dont l'intérieur était chaud, quelque chose de vivant qui avait avalé Alpha, balise comprise, puis l'avait emporté vers le bas avec le repas encore à l'intérieur. Imaginez la scène comme Riggs a dû le faire. Quelque chose, là dehors, avait avalé tout entier un grand requin blanc de 500 livres, plongé à près de 1900 pieds, puis avait simplement continué sa route. Et personne, à la surface, n'a rien vu. Pas d'aileron, pas de remous, pas de photos, pas de témoins. La seule raison pour laquelle nous savons que c'est arrivé, c'est qu'un morceau de plastique s'est échoué sur une plage 4 mois plus tard, avec la preuve enregistrée dedans. Riggs a raconté avoir lu et relu ces données.
Incapables d'accepter que ces chiffres soient bien réels, ils n'arrivaient pourtant pas à leur faire dire autre chose que ce qu'ils indiquaient. Le requin avait été mangé. C'est là que commençait la vraie question. Les suspects. Une fois que l'équipe a admis ce que les données leur montraient, ils ont passé en revue tous les candidats que l'océan pouvait proposer, et ils ont vu chaque hypothèse s'effondrer l'une après l'autre. Premier suspect, l'orque. On sait que les orques peuvent tuer des grands requins blancs. Au large de l'Afrique du Sud, en particulier, elles ont mis au point une méthode presque chirurgicale. Elles retournent le requin sur le dos, ce qui le plonge dans une sorte de transe paralysante, puis elles ouvrent la cavité abdominale pour en retirer le foie, extrêmement riche en nutriments. C'est efficace, froid et impressionnant, quelle que soit la façon dont on le regarde. Au premier abord, l'orque semblait correspondre. Un estomac d'orque rempli d'une proie chaude, avec une gorgée d'eau de mer froide, pouvait raisonnablement donner quelque chose de proche de cette mesure à 78 degrés. La température ne l'excluait donc pas, mais la profondeur, elle, posait problème. Les orques ne sont pas des plongeuses des grandes profondeurs. Elles chassent près de la surface. Même leurs plongées les plus extrêmes jamais enregistrées restent très loin de 1900 pieds. Une orque ne traîne pas tranquillement une proie jusque-là en bas pour y rester. Le comportement ne colle pas avec l'animal. L'orque restait sur la liste, mais elle descendait clairement dans le classement. Deuxième suspect, le cachalot. Là, on parle d'un animal qui vit réellement dans les profondeurs. Les cachalots poursuivent les calmars à plusieurs milliers de pieds, sous la surface, bien plus bas qu'Alpha n'est jamais allé. Les plus grands mâles dépassent les 60 pieds et pèsent plus de 100 000 livres. La gorge d'un cachalot pourrait avaler sans peine un requin de 9 pieds. Pour la profondeur, aucun souci. Mais la température jouait contre lui dans l'autre sens. Les cachalots sont des mammifères à sang chaud, avec une température interne autour de 97 à 99 degrés. 78 degrés, c'est beaucoup trop frais pour l'intérieur d'un tel animal. Et toute leur stratégie alimentaire repose sur des proies molles, vivant en profondeur, pas sur de grands prédateurs de surface. Mauvaise température, mauvais régime, écarté. Regardez bien la forme que prend ce raisonnement, parce que c'est toute l'affaire en version réduite. Tous les suspects assez grands pour atteindre cette profondeur étaient trop chauds. Tous ceux dont la température pouvait correspondre n'étaient pas capables de descendre aussi bas. Les données avaient discrètement dessiné une sorte de boîte autour du prédateur, et presque rien dans tout l'océan ne rentrait dedans. L'équipe s'est alors tournée vers d'autres grands requins, peut-être un énorme requin-tigre ou un requin longimane, deux espèces agressives et toutes deux très opportunistes. Le requin-tigre, surtout, est connu pour tenter d'avaler à peu près tout ce qui peut passer entre ses mâchoires. Mais aucune de ces espèces n'atteint une taille suffisante pour engloutir un grand blanc de 9 pieds en entier. Les plus grands requins-tigres jamais recensés plafonnent autour de 14 pieds. Et pour manger entièrement un requin de 9 pieds, il ne suffit pas d'être un peu plus grand que sa proie. Il faut être immensément plus grand. Les calculs ne tenaient pas. Il y a même eu un court moment où quelqu'un a évoqué le calmar colossal, une créature théoriquement assez grande pour envelopper un requin et l'entraîner dans l'obscurité. Cette idée n'a pas résisté longtemps. Un invertébré à sang froid n'a pas d'intérieur chaud. Sa température corporelle est tout simplement celle de l'eau qui l'entoure. Il n'y avait donc aucune cavité chaude à détecter. Une par une, toutes les réponses ordinaires se sont consumées. L'orque, mauvaise profondeur. Le cachalot, mauvaise température, mauvaise proie. Les grands requins, pas assez grands. Le calmar, à sang froid. Et quand cette liste a fini par s'épuiser, l'équipe s'est retrouvée face à une possibilité à la fois totalement évidente et presque trop étrange pour être dite à voix haute. Le prédateur se révélait peu à peu, et si l'animal qui avait mangé le grand blanc était un autre grand blanc? Pas un rival à peine plus grand qui aurait remporté un combat. Pas une rencontre territoriale qui aurait mal tourné. Un grand requin blanc d'une taille que la plupart des biologistes marins n'avaient jamais vraiment envisagé sérieusement. Un requin si énorme qu'un grand blanc de 9 pieds et 500 livres représentait pour lui un simple repas. Et ils ne sont pas arrivés à cette conclusion en devinant.
Ils l'ont déduite. La température était la clé. La plupart des requins sont à sang froid. Leur température interne correspond à celle de l'eau qui les entoure. Point final. Mais les grands blancs ne sont pas des requins comme les autres. Ils font partie de la famille des requins taupes et possèdent une adaptation rare qu'on appelle l'endothermie régionale. Grâce à un réseau très particulier de vaisseaux sanguins, ils capturent puis réutilisent la chaleur produite par leurs propres muscles, ce qui garde leur température interne, leurs yeux, leur cerveau et leur système digestif nettement plus chaud que l'eau qui les entoure. C'est précisément ce qui leur permet de rester rapides et mortels, même dans des conditions glaciales. Maintenant, regardez où cela nous mène. L'estomac d'un grand requin blanc moyen peut se situer quelque part autour de 65 à 70 degrés, et dans une eau profonde et glaciale, c'est peut-être même une estimation généreuse. 78 degrés, c'est plus chaud que ce qu'un grand requin blanc de taille moyenne produirait normalement. Mais un grand requin blanc beaucoup plus massif change complètement le calcul. Plus de corps veut dire plus de muscles veut dire davantage de chaleur produite. Plus de masse veut dire que cette chaleur est conservée bien plus efficacement face au froid qui presse depuis l'extérieur. Dans l'intestin d'un grand requin blanc vraiment énorme, une température stable de 78 degrés n'a rien d'impossible. C'est exactement ce qu'on devrait s'attendre à trouver. La mesure qui avait d'abord ressemblé à une erreur pointait soudain vers un seul type d'animal. La profondeur correspondait elle aussi. Dès que les chercheurs ont abandonné l'idée que les grands blancs restent près de la surface, l'image est devenue plus nette. On a déjà suivi ces requins en train de plonger au-delà de 3000 pieds en plein océan. 1900 pieds, c'est extrême. Mais cela reste largement à la portée d'un individu de très grande taille. Il ne restait alors qu'une question. Quelle taille un grand blanc doit-il atteindre pour avaler tout entier un requin de 9 pieds? Les chercheurs qui étudient ce genre de prédation estiment qu'il faut environ 2 fois la longueur de la proie. Si l'on applique ce chiffre à ce que la balise a enregistré, on arrive à un prédateur d'environ 16 pieds de long, pesant plus de 2 tonnes. Un requin placé tout en haut de la limite supposée de l'espèce, et peut-être même légèrement au-delà. Si l'on se permet de reconstruire l'instant, la scène est courte et impitoyable, une ombre plus grande qui monte depuis les profondeurs, la manière dont les grands blancs attaquent, vite, en s'engageant par en dessous, une seule frappe, puis la longue descente dans l'eau noire, avec le repas encore à l'intérieur. La balise n'a pas enregistré l'embuscade. Elle a enregistré ce qui a suivi, la chute, la chaleur, et ce qui a suivi suffit largement à comprendre comment tout a commencé. Sur quoi d'autre nous trompons-nous? C'est là que l'histoire cesse d'être une simple affaire de calcul, musique, et devient réellement troublante. Il existe des récits crédibles qui remontent à des décennies, venant de pêcheurs, d'équipages de marine, de chercheurs à travers le siècle dernier, décrivant des grands blancs de 20 pieds ou plus. Pendant longtemps, la science les a classés comme des exagérations, des souvenirs déformés, l'inévitable amplification d'une rencontre rapprochée, racontée encore et encore au fil des années. Mais s'ils n'avaient pas exagéré? Et si l'océan abritait des grands requins blancs d'une taille que nous n'avons tout simplement jamais réussi à baliser, mesurer ou photographier? Des animaux vivant très loin, dans les eaux profondes du large, à l'écart des côtes, loin des navires et des baies peu profondes où se déroule presque toute notre observation. Plus on y réfléchit, plus il devient logique que nous ayons pu les manquer. Les femelles les plus grandes et les plus âgées seraient les animaux les plus rares d'une espèce déjà rare, parcourant des milliers de milles en plein océan et ne faisant surface pour personne. Un requin comme celui-là pourrait vivre 50 ans sans jamais passer une seule fois dans le champ de vision d'un bateau de recherche. Nous n'avons pas échoué à la trouver parce qu'elle se cachait. Nous avons échoué parce que nous ne cherchions pas dans sa partie de l'océan. La conclusion de l'équipe pointait vers une femelle grand requin blanc d'une taille exceptionnelle. Chez cette espèce, les femelles deviennent nettement plus grandes que les mâles. Les plus gros individus confirmés approchaient les 20 pieds et pesaient plus de 4000 livres. Et lorsque les chercheurs ont comparé l'enregistreur d'alpha aux données de suivi d'autres grands requins blancs de grande taille, circulant dans les mêmes eaux, tout concordait. Les températures corporelles relevées chez les animaux les plus imposants correspondaient à la chaleur enregistrée à l'intérieur de la balise.
Les profondeurs, les distances parcourues, les schémas de comportement, tout était compatible avec un immense grand requin blanc femelle qui n'avait jamais été officiellement documenté. Elle était restée là depuis le début, à parcourir ses eaux, en faisant exactement musique ce que font les prédateurs au sommet de la chaîne. Et un matin de 2003, elle a croisé la route d'un grand requin blanc de 9 pieds et l'a traité comme un petit déjeuner. Puis elle est descendue à près de 1900 pieds dans l'obscurité pour terminer son repas là où personne ne pourrait jamais la voir. Je ne sais pas comment rendre ça moins inquiétant, alors je ne vais même pas essayer. Voilà ce dont presque personne ne parle, parce que le titre, à lui seul, est déjà trop frappant. Un énorme grand blanc qui avale un autre grand blanc tout entier. Rien que cette phrase suffit à pousser quelqu'un à annuler discrètement une réservation à la plage et à repenser toutes les décisions qui l'ont un jour amené près de l'eau libre. Et franchement, c'est compréhensible, je ne juge personne. Mais le titre est en réalité la partie la moins dérangeante. Une fois que l'équipe a confirmé ce qui était arrivé à Alpha, elle a fait ce que font toujours les bons scientifiques quand quelque chose d'impossible leur tombe entre les mains. Elle est retournée fouiller les données, à la recherche de schémas qu'elle avait jusque-là écartés. Et ce qu'elle a découvert dépasse largement ce matin-là au large de l'Australie. La prédation de grands blancs par d'autres grands blancs n'est pas un accident bizarre. Ce n'est pas une rencontre sur 1 million entre deux animaux au mauvais endroit au mauvais moment. C'est un comportement documenté, et les preuves étaient sous les yeux de tout le monde depuis des années. Les biologistes marins savent depuis longtemps que les grands blancs peuvent être cannibales. Les plus grands individus dominent les plus petits sur les zones d'alimentation. Les juvéniles courent un vrai danger lorsqu'ils partagent l'eau avec des adultes. Ce comportement commence même avant la naissance. Les petits en développement dévorent dans l'utérus leurs frères et sœurs qui n'ont pas encore éclos. Une stratégie si bien connue qu'elle possède un nom dans la littérature scientifique. Des grands blancs morts ont été retrouvés avec d'énormes morsures. L'arc, l'espacement, les dentelures musiques ne pouvaient ne venir que des mâchoires d'un autre grand blanc. Et il n'y a pas que les morts. Des chercheurs et des plongeurs ont photographié des grands blancs vivants portant d'anciennes cicatrices refermées, avec ce même motif impossible à confondre. Des requins mordus par l'un des leurs, qui ont malgré tout survécu. Chacune de ces marques raconte une histoire qui s'est déroulée hors de vue, une rencontre violente, enregistrée seulement dans la chair vivante. Ces dernières années, des scientifiques qui suivaient une femelle requin-taupe comme un enceinte, un parent plus petit du grand blanc, ont récupéré des données indiquant que l'animal avait été attaqué et très probablement mangé par un prédateur plus grand, le grand blanc figurant parmi les principaux suspects. Présentée comme la première prédation documentée d'un requin-taupe commun n'importe où dans le monde, cette affaire répète la même leçon que tant d'autres études et océans. Être un grand requin dangereux ne vous place pas en sécurité, tout en haut. Cela veut seulement dire que ce qui vous mange doit être encore plus grand et plus dangereux. Pris séparément, chaque cas peut être expliqué autrement. Une confrontation territoriale, une dispute autour d'une carcasse, deux gros animaux qui passent une mauvaise journée trop près l'un de l'autre. Les scientifiques sont formés à se méfier des conclusions spectaculaires tirées de données isolées, et ils ont raison de l'être. Mais aligner toutes les preuves bout à bout. Étalez-les sur plusieurs décennies. Ajoutez par-dessus la balise d'alpha. Et vous ne pouvez plus appeler tout cela de la simple agressivité. L'image qui apparaît est d'une autre nature. Les plus immenses grands blancs ne se contentent pas de rivaliser avec les plus petits. Parfois, ils les mangent. Une prédation de sommet qui se produit à l'intérieur d'une seule espèce, déjà au sommet. La chaîne alimentaire que tout le monde croyait terminée avec le grand blanc ne s'arrête pas là du tout. Elle continue de monter vers une catégorie de taille que la science marine commence à peine à étudier. Ce qui veut dire que le schéma que nous avions tous en tête, le grand blanc au sommet et tout le reste bien rangé en dessous, est faux. Et si nous nous sommes trompés là-dessus à propos du prédateur le plus étudié, le plus filmé et le plus célèbre de tout l'océan, la question suivante est celle qui devrait empêcher les biologistes marins de dormir. Sur quoi d'autre nous trompons-nous ?
Il y a une raison pour laquelle tout cela est resté caché si longtemps, et elle tient à un seul fait. Nous avons à peine regardé. L'océan ouvert est d'une immensité presque impossible à concevoir. À lui seul, le Pacifique s'étend sur près de 60 millions de miles carrés. Réunis, tous les océans du monde dépassent les 100 millions de miles carrés d'eau, dont nous n'avons réellement exploré qu'une petite partie. Le grand large profond, tout ce qui se trouve sous environ 1000 pieds, nous reste en pratique invisible. Ce qui se passe là-dessous, nous ne sommes pas là pour le voir, et le problème va encore plus loin. Même quand nous étudions les grands requins blancs, les données restent limitées. Leur population mondiale se compte seulement en quelques milliers d'individus. Ceux qui ont un jour porté une balise fonctionnelle ne représentent qu'une infime portion de ce total. Nous tirons des conclusions très assurées sur une espèce entière à partir de quelques dizaines d'animaux. Pire encore, il existe un biais systématique dans le choix des requins équipés. Les chercheurs travaillent là où les requins s'approchent des côtes. Ce sont souvent les individus les plus jeunes et les plus petits. Les femelles de 20 pieds, celles capables de faire ce qui est arrivé à Alpha, vivent loin au large, dans les eaux profondes, là où les bateaux ne vont pas. C'est comme vouloir comprendre les éléphants sauvages en n'observant que des petits près d'une clôture. Quand on additionne tout cela, les conséquences deviennent très concrètes. Les grands requins blancs sont protégés dans une grande partie du monde, et les mesures mises en place pour les préserver reposent sur des modèles de population. Ces modèles prennent en compte les menaces humaines, la pression de la pêche, le commerce des ailerons, la perte d'habitat. Mais ils n'intègrent pas vraiment l'idée que des grands blancs puissent être mangés par d'autres grands blancs. Si les plus gros individus éliminent discrètement les plus petits, alors l'image réelle de la population est plus complexe que ce que les modèles montrent. Les estimations de survie et les projections de rétablissement fondées sur ces modèles pourraient tout simplement être fausses, et cela dépasse largement le simple comptage des individus. Nous savons déjà que la présence des grands requins blancs transforme le comportement de tout ce qui vit en dessous d'eux. Les phoques, les otaries, les poissons plus petits, des communautés entières organisent leur vie autour de cette menace. Si des grands blancs géants modifient leur propre population de l'intérieur, les effets en cascade descendent toute la chaîne, sans être pris en compte. Et puis il y a cette idée dont je n'arrive pas à me détacher. Nous avons toujours utilisé le grand requin blanc comme repère du sommet de l'océan, comme référence, comme plafond. Mais si le grand blanc peut parfois devenir la proie d'un membre plus grand de sa propre espèce, alors ce plafond n'est pas là où nous l'avions placé. Le sommet n'est pas un point fixe. Il bouge. Il dépend de la taille, et cela soulève discrètement une question bien plus vaste. Combien d'autres animaux que nous appelons avec certitude des prédateurs au sommet de la chaîne sont en réalité les proies de membres plus grands, plus profonds, plus rares de leur propre espèce? Des animaux que nous n'avons jamais balisés, jamais filmés, jamais recensés. D'après tout ce que la balise d'Alpha a révélé, la réponse honnête, c'est que nous ne le savons pas. Et ne pas savoir devient une position inquiétante quand on prend des décisions qui façonnent des écosystèmes entiers. Nous ne lui avons jamais donné de nom. Pas Alpha, le requin qui a été mangé, l'autre, le prédateur. Elle n'a pas d'identifiant, pas de dossier, pas de photo associée à son nom. Elle a traversé ses eaux au large du sud-ouest de l'Australie. Elle a accompli l'acte le plus remarquable que la science ait jamais déduit chez son espèce. Puis elle a disparu de nouveau sans jamais être aperçue. Si vous voulez imaginer à quoi pourrait ressembler un animal de ce genre, pensez à Deep Blue. Deep Blue existe vraiment. C'est le plus grand requin blanc jamais filmé de manière fiable, une femelle estimée à environ 20 pieds de long, musique, et près de 4500 livres. Elle a été filmée en 2013 au large de l'île Guadalupe, au Mexique, et on pense qu'elle approche les 50 ans. Elle est vertigineuse. À côté d'elle, une cage de recherche ressemble à un jouet. Et je veux être parfaitement clair là-dessus, parce que c'est important. Rien ne relie Deep Blue à ce qui est arrivé à Alpha. Ce sont des océans différents, des animaux différents.
Personne n'a jamais établi de lien entre elles. Je la mentionne pour une seule raison, montrer que les grands requins blancs atteignent réellement cette taille. L'animal qui a dévoré Alpha n'était pas une créature de légende. C'était un requin ordinaire, d'une taille extraordinaire, en train de faire une chose ordinaire pour un requin. D'une certaine manière, c'est encore plus inquiétant que n'importe quelle légende parce qu'on aime croire qu'au fond, l'océan, on l'a déjà compris. On l'a cartographié, on lui a donné des noms, on l'a rangé en zones, en biomes, en catégories bien propres, on a attribué à chaque chose un nom latin et une ligne dans un tableau, puis on a regardé ce tableau en se disant qu'on savait ce qu'il y avait dans l'eau. Mais ce n'est pas le cas. Même à l'époque des satellites, nous découvrons encore de nouvelles espèces de grands animaux marins, des créatures plus grandes qu'un être humain, passées on ne sait comment sous le radar pendant des générations. Si nous rencontrons encore pour la première fois des animaux de cette taille, alors cette certitude selon laquelle nous aurions déjà croisé le plus grand requin blanc des mers ressemble moins à de la science qu'à un vœu pieux. L'océan abrite des animaux que nous n'avons jamais vus, des comportements que nous n'avons jamais observés, des liens entre espèces et au sein d'une même espèce que nous n'avons jamais consignés. La balise d'Alpha, échouée sur la côte 4 mois après sa disparition, était un message venu des profondeurs. En substance, elle disait « Il y a quelque chose ici-bas que vous n'aviez pas prévu, quelque chose de plus grand que ce que vous pensiez possible, quelque chose qui considère vos superprédateurs comme des proies et plonge à près de 2000 pieds pour digérer son repas à l'abri des regards. Le grand requin blanc a passé des millions d'années à devenir le prédateur le plus redouté que l'océan ait jamais créé. Et quelque chose en a regardé un comme un simple déjeuner. Quelque part, au large, un autre enregistreur est déjà fixé à un autre animal, notant en silence la prochaine chose que nous ne sommes pas censés savoir. Quand il finira par s'échouer, je serai là pour vous raconter ce qu'il a découvert. Abonnez-vous maintenant à Reef Discovery pour être là quand ça arrivera, parce que l'océan n'a pas fini de nous surprendre. Et franchement, musique, je crois qu'on commence seulement à comprendre ce qui se trouve vraiment dans l'obscurité.